Toujours beaucoup de monde aux urgences en Ile-de-France. Il faut parfois attendre des heures, mais l'épidémie de bronchiolite et de grippe sont sous contrôle. Les parents sont invités à ne pas se rendre systématiquement aux urgences. Cible désignée de la guérilla irakienne, les alliés des États-Unis qui payent le prix fort. 7 agents de renseignement espagnols ont été tués lors d'une attaque hier. José María Aznar réaffirme l'engagement de l'Espagne. Dans l'embuscade, 2 diplomates japonais ont également perdu la vie. Demain, journée mondiale du sida. 5 millions de personnes ont été infectées pour cette seule année 2003. L'Asie compte plus d'1 million de nouveaux cas de malades. Le Cambodge est le plus touché. C'est aussi l'un des pays les plus pauvres. L'Euro 2004 avec le tirage au sort. La France se retrouve dans un groupe relativement ouvert. Première rencontre contre l'Angleterre le 13 juin prochain. Charles Aznavour sort un nouvel album, Je voyage, un titre qu'il chante en duo avec sa fille. Charles Aznavour s'apprête à fêter ses 80 ans sur scène dans quelques mois au Palais des Congrès. Il est notre invité. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche, les urgences restent submergées par l'afflux de parents inquiets. En Ile-de-France, l'épidémie de bronchiolite continue de progresser, touchant les enfants en bas âge. L'attente dans les hôpitaux est variable. Par endroits, il faut s'armer de patience. Plusieurs heures avant de voir un médecin. Il faut dire que la saturation des services est provoquée par la consultation d'enfants qui ne nécessitent en réalité aucune hospitalisation. Mais les parents ne savent pas toujours comment faire et où s'adresser. Laurence Secherf. C'est les urgences, madame. Difficile pour les parents d'accepter la règle. Ce n'est pas l'ordre d'arrivée qui compte, mais plutôt l'état de l'enfant. Aux urgences pédiatriques de cet hôpital, les va-et-vient ne s'arrêtent jamais. 2 fois par jour, toutes les données sont centralisées. Le nombre d'hospitalisations depuis ce matin, tu voulais aussi, non ? Le but, c'est que la cellule de veille de crise qui est mise en place au siège puisse coordonner les résultats entre les différents hôpitaux de l'assistance publique. Et ça nous a conduit, par exemple, à accepter des transferts de Robert Debré hier dans la nuit, puisque eux avaient une attente et un nombre de patients très important aux urgences, alors que nous, on avait encore quelques lits disponibles. Bronchiolite, gastro-entérite et cette année, la grippe survient en même moment. Alors, comme tous les hivers, les services d'urgence ont besoin de renforts parce que... Plus de travail parce que la grippe chez les petits-enfants donne des tableaux assez sévères avec des enfants qui ont beaucoup de fièvre, qui toussent, donc ça nécessite un examen, des examens rigoureux, avec des enfants qui souvent ont une fièvre très élevée, ce qui inquiète les parents qui viennent effectivement consulter aux urgences. Robin est passé des urgences à l'hospitalisation. Il a tout juste 1 mois et une bronchiolite qui nécessite un suivi spécial. Quand un médecin vous dit allez aux urgences, on y va, on ne réfléchit pas. Cette nuit, 40 bébés la passeront à l'hôpital. La bronchiolite n'est pas une nouvelle maladie, mais il y a un phénomène nouveau. Non, je ne veux pas. Ce sont de très jeunes enfants. Ce sont de très jeunes enfants dus à beaucoup de choses, les concentrations urbaines, le fait que les enfants séjournent peu de temps en maternité. Le pic des épidémies est à venir. Le plus dur reste à faire. Les services pédiatriques risquent d'avoir besoin d'encore plus de lits et d'encore plus de personnel. Le ministre de la Santé s'est rendu cet après-midi dans une permanence de SOS médecins. L'occasion pour Jean-François Mattei de souligner qu'il y a une insuffisance de médecins impliqués dans le système de garde. Avant d'améliorer le système, comme le préconise le ministre de la Santé, voyons maintenant quel autre recours peuvent avoir les parents qui ont choisi de ne pas se précipiter aux urgences. Lorsque c'est possible, ils font appel à un spécialiste à domicile, mais les effectifs sont en nombre très réduit et SOS pédiatre tourne en continu, comme le montre ce reportage de Nicolas Lemarinier et Yann Moine. Bon, bien, comment tu vas? Eh bien, Eva-Marie n'est pas très en forme. Elle est née il y a 8 jours seulement et déjà son petit nez est bouché. De quoi stresser sa jeune maman. On s'inquiète, c'est sûr qu'on s'inquiète. On se demande peut-être à se transformer en bronchiolite parce qu'un bébé à 8 jours... Heureusement, Eva-Marie n'a rien de grave. Mais des cas comme celui-ci, le médecin en a vu beaucoup depuis 2 jours. Alors moi je prends le 13. Enfant de 13 mois, fièvre constante. 13 mois, fièvre constante. Ils sont 4 pédiatres à tourner tous les samedis et dimanches de 8h à minuit dans les rues de Paris. Mais ce week-end, le nombre d'appels est plus élevé que d'ordinaire. On a dû demander à un pédiatre supplémentaire de venir nous aider dans notre garde pédiatrique. Autre arrondissement, autre enfant, Mika, 18 mois, il a un peu de fièvre, il pleure beaucoup. Son papa a beau essuyer ses larmes, peine perdue, cela fait 3 jours que cela dure. C'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui. Même si on était averti qu'il fallait attendre le plus longtemps possible. Puis bon, le pédiatre, moi je l'avais eu, il nous avait dit c'est pas la peine de venir, je suis déjà surchargée. Allez, on fait un gros baiser.
Et là, le pédiatre était complet, donc comme il connaissait l'enfant, il a demandé aux parents d'attendre. D'accord. Attendre le dimanche, c'est pas forcément bien pour vous, ça, parce que non, mais il a dit d'attendre le lundi et les parents sont un petit peu impatientés et ont rappelé plus tôt. Salut. Des parents impatients face à une possible épidémie de bronchiolite, et pourtant, à chacune de ces 40 visites ce week-end, le pédiatre se voulait rassurant. Par la bronchiolite, c'est pas forcément grave. Il y a très peu d'enfants hospitalisés par rapport au nombre de bronchiolites. En 40 visites, le pédiatre a vu des fièvres, des toux, des larmes, mais par chance, il n'a jamais constaté de respiration sifflante, le symptôme presque assuré de la bronchiolite. En Irak, les alliés des États-Unis sont les cibles désignées de la guérilla désormais quotidienne. Les corps de 7 agents de renseignement espagnols tués lors d'une attaque hier ont été rapatriés à Madrid. L'Espagne, qui je vous le rappelle, soutenait la position des États-Unis dans le conflit, qui par la voix de José María Aznar réitère ce soir l'engagement de l'Espagne contre le terrorisme. Reportage Yasmina Farber, Didier Daran. Les agents des services secrets espagnols n'avaient pas d'escorte. Leurs 2 véhicules ont été attaqués par un commando armé de lance-roquettes et de fusils d'assaut Kalachnikov. Comment les terroristes étaient-ils informés de leur passage sur cette route au sud de Bagdad? Le message adressé à la coalition est en tout cas inquiétant. Tout comme hier soir, les habitants du quartier scandaient des cris de victoire en piétinant les vêtements ensanglantés des victimes de l'attentat. Des images qui contrastent avec les réactions des habitants de Bagdad. Eux sont plutôt choqués par ces actes de violence. Ils sont là pour les Irakiens. Pourquoi on les attaque? C'est pas la peine de les tuer? C'est criminel. Ce sont des terroristes. Ce n'est pas dans la mentalité des Irakiens. Sur la route de Tikrit, l'ancien fief de Saddam Hussein, 2 diplomates japonais et leur chauffeur irakien ont aussi été tués par balles. Des cibles faciles, ils venaient de s'arrêter pour déjeuner. Leurs corps vont être rapatriés. Tout comme l'Espagne, le Japon est l'allié des États-Unis. Des mesures de sécurité ont été renforcées devant l'ambassade à Bagdad. Le drapeau est en berne. Depuis 24 heures, les embuscades se multiplient. Toujours sur la route de Tikrit, 2 Sud-Coréens sont également morts dans une embuscade. Ils travaillaient pour une entreprise d'électricité. Malgré cette surenchère, les autorités américaines martèlent la détermination de la coalition. Aussi tragiques que soient ces incidents, les gouvernements japonais et espagnols ont clairement réaffirmé qu'ils participeront à la reconstruction de l'Irak. Toutes les attaques de ce week-end semblent démontrer que la guérilla terroriste serait mieux organisée que ce que l'on imagine. Plus grave, elle aurait des informateurs au sein même de la coalition. En France, à l'approche des fêtes, le plan Vigipirate est passé du niveau jaune au niveau orange. Les mesures de vigilance ont été renforcées, même si, indique Matignon, il n'y a aucune menace spécifique. Amaury Guibert, Paul de Genève. Gare Montparnasse, ce matin, ces 3 agents de la police ferroviaire patrouillent entre les voyageurs pressés. Avec la police nationale, ils sont là en permanence et à partir de demain, ils auront du renfort. En effet, le plan Vigipirate, aujourd'hui jaune, vira à l'orange. Il existe 2 autres niveaux d'alerte supérieurs, le rouge et l'écarlate. Officiellement, aucune menace précise ne pèse sur la France. Il s'agit d'une simple mesure de précaution à l'approche des fêtes de fin d'année. Le niveau d'alerte orange implique d'abord un renforcement grâce aux militaires de la surveillance dans les gares et les aéroports, mais aussi aux abords des grands magasins. Ces dernières mesures sont sans doute les plus visibles, mais le niveau orange prévoit également quelques restrictions de l'espace aérien. L'activité des aéroclubs sera ainsi limitée et parfois même interdite. Enfin, les installations d'eau seront davantage surveillées et le taux de chlore sera légèrement augmenté afin de prévenir tout risque de contamination du réseau d'eau. Un an après les terribles inondations qui ont touché le sud de la France, les habitants de Lunel, dans l'Hérault, ont manifesté aujourd'hui pour qu'on ne les oublie pas. Sinistrés plusieurs fois, ils estiment que les pouvoirs publics n'ont pas réalisé les travaux nécessaires pour qu'une telle situation se reproduise. Ils ont distribué des tracts à un barrage sur la nationale 113. Ceci nous amène au bulletin d'alerte de niveau orange publié par Météo France dans 8 départements du sud-est. Jusqu'à mardi midi, on attend de fortes pluies accompagnées parfois d'orages. Localement, il y a risque d'inondation. Les départements concernés, vous le voyez, sont le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse.
L'actualité politique, Jean-Pierre Raffarin est en visite officielle de 2 jours en Pologne. Il a déposé une gerbe au monument de l'insurrection du ghetto de Varsovie et s'est recueilli devant le mémorial. Quelques 500 000 juifs ont été enfermés dans le ghetto de Varsovie après l'invasion de la Pologne par les nazis. La visite du Premier ministre à Varsovie doit relancer les relations entre les deux pays à quelques mois de l'élargissement de l'Union européenne, des relations troublées ces derniers mois par le conflit en Irak et le débat sur la future constitution européenne. Parmi les difficultés du gouvernement Raffarin dans des dossiers souvent complexes, les députés UMP ont parfois bien du mal à expliquer aux militants l'enjeu et le pourquoi de décisions prises à Paris. Michaël Darmon et Michel Levasseur ont choisi de se rendre dans l'Aisne à la rencontre de ces militants de la majorité qui ont pour tâche d'expliquer et de faire comprendre. Saint-Quentin à 1h30 de Paris. Ici le week-end, la politique, c'est juste après le petit crème. Alors les parents doivent-ils s'impliquer davantage dans l'éducation scolaire? Oui, absolument, c'est déjà eux qui fassent leur boulot. Ces militants UMP doivent faire remplir le questionnaire sur le grand débat sur l'école et faire parler. La meilleure façon pour apprendre une langue étrangère, à votre avis, à partir de quel âge? De bonne heure, je crois. 14 heures, moi. Oh, même pas 20. 14-15 ans. Oh, 20, papa. Les actions du gouvernement chutent, alors l'UMP d'en bas se mobilise. Lui, c'est le député Xavier Bertrand, version enfant du pays, assureur dans une autre vie. Aujourd'hui, il rassure sur la croissance en faisant ses courses. Donc on sent bien, ça va repartir en début d'année, ça sera un peu plus facile. Oui. Bon. Quand on a l'habitude d'être sur le terrain, les gens se livrent beaucoup plus facilement. Et même s'ils ne sont pas d'accord, ils n'hésitent pas à le dire. La pire des choses, ce serait qu'on ne vienne plus discuter avec nous. Et ici, personne n'a sa langue dans sa poche, surtout les militants. Je voudrais dire aussi que nos politiques doivent montrer l'exemple. Au niveau d'Eurobian et Sarkozy, ils ont été flashés. Combien ils ont perdu de points sur leur permis? Il faudrait peut-être qu'on le sache aussi. Et combien ça leur a coûté l'amende? Question d'actualité à la permanence sur le mode décapant. Est-ce que vous allez arrêter de faire des subventions imbéciles? Parce que cette crèche... C'est quoi des subventions imbéciles? Soyons précis. Subventionner une crèche itinérante, à quoi ça sert? Je voulais savoir pourquoi le gouvernement augmente autant le tabac. Est-ce que c'est pour combler un trou de la sécurité sociale ou pour la santé de nos concitoyens? Je voudrais que vous puissiez me répondre. Si on souhaite qu'il y ait moins de cancers dans ce pays, il faut aussi qu'il y ait moins de fumeurs. C'est vrai que nous demandons un effort supplémentaire aux Français, mais je pense que les Français, au fond d'eux-mêmes, savent bien que ces efforts sont indispensables. Le débat sur l'école, les retraites, le tabac, c'était la revue d'actualité façon UMP dans un de ces endroits où le gouvernement, même chez ses partisans, n'est pas toujours compris. On n'avait jamais vu ça au Quai d'Orsay. Dans ce monde très discret de la diplomatie française, la première grève de tous les personnels aura lieu demain en France et à l'étranger, puisque toutes les ambassades et consulats sont concernés. Même Dominique de Villepin le reconnaît lui-même. Dans cette maison, ça n'est pas une affaire banale. Les raisons de ce mouvement de contestation, Jean-Marc Ilouz. De tous ceux qui représentent la France à l'étranger, on ne connaît généralement que le ministre, aujourd'hui Dominique de Villepin. Ici, face à des manifestants en colère à Abidjan, ou là, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce que l'on sait moins, c'est que le ministère des Affaires étrangères au 37 Quai d'Orsay à Paris est aussi une entreprise qui rétribue 20 000 salariés, dont 9 000 agents diplomatiques et 6 000 professeurs expatriés. Désormais, derrière les ordres de la République, à peine 1,25 du budget de l'État et une brusque baisse des indemnités à l'étranger. L'argent manque parfois même pour les fournitures de bureaux ou l'entretien des ascenseurs. Trop, c'est trop. Lundi, les grands ancêtres de Révol à Talleyrand vont se retourner dans leur tombe. Sur toute la planète, les personnels du ministère seront en grève. Une grève générale au Quai d'Orsay, ça peut surprendre. Bon, mais nous, on a le sentiment que d'un côté, les ambitions de la France sur le plan international sont à la hausse, et puis de l'autre côté, on constate que les moyens, ils sont à la baisse. Depuis 10 ans, les affaires étrangères ont perdu 10% de leur effectif et une partie des agents consulaires pourraient être les prochains visés. Demain, à l'appel de la plupart de leurs syndicats, énarques compris, les agents du ministère manifesteront devant le Sénat où leur ministre doit venir défendre le budget des affaires étrangères.
À Genève, demain, Israéliens et Palestiniens vont tenter de redonner vie à un règlement pacifique au Proche-Orient. Après 3 ans d'intifada, les discussions entre Ariel Sharon et Yasser Arafat sont au point mort. Vous le savez, et demain, lors d'une cérémonie très solennelle, en présence de Jimmy Carter, s'ouvriront des discussions que chaque camp espère faire aboutir. Mais le document présenté est loin de faire l'unanimité, d'abord chez les Palestiniens. Plusieurs responsables du Fatah ont annoncé qu'ils renonçaient à se rendre à Genève. Et puis dans la matinée, 300 manifestants ont tenté d'empêcher une délégation palestinienne de quitter la bande de Gaza. L'initiative de Genève espère apporter une solution de fond au grand dossier du conflit israélo-palestinien, mais rien n'est joué. Chaque camp a dû faire des concessions. Les réactions avec le reportage d'Agnès Aramian. Jalazoun et ses 10 000 réfugiés palestiniens, accrochés à cette colline depuis 55 ans et la création d'Israël. En face, leurs voisins, les 5000 colons de Bethel, des religieux guidés par la Bible, venus s'installer ici il y a 25 ans. David Shapira a bien lu le texte de Genève. Pour lui, c'est une initiative sans fondement. Les Israéliens, ça ressemble plus à une farce qu'autre chose en tous les cas. C'est pathétique comme situation. Comment ça se passe à la mairie? Dis-moi, fais-moi un rapport. Ça va, ça se passe très bien, on grandit. Ouais, ça grandit. On grandit de tous les côtés, on construit à droite, à gauche, au-dessus, sur les côtés. On n'a pas à partir, on n'a pas à renoncer au nom du temple. Quand Paris était encore Lutèce, Jérusalem était déjà la capitale d'Israël quand même. Donc on a un petit peu de droit historique, je pense. La paix contre les territoires, les colons n'y croient pas, leurs voisins réfugiés non plus. Le plan de Genève prévoit que ces Palestiniens renoncent à rentrer dans leur village d'avant 48, aujourd'hui au cœur d'Israël. Une concession à laquelle Mahmoud n'est pas prêt, même si en échange, on l'installe en Cisjordanie dans un État palestinien. La Cisjordanie appartient aux habitants de la Cisjordanie. Elle n'est pas à moi. Moi, je vous dis que je suis d'un village occupé depuis 1948 par les Israéliens et je veux y retourner. 30 naissances par mois, une démographie galopante et tous les jours de nouveaux étages à bâtir, il y a à ce jour près d'1 million de réfugiés palestiniens. Tout accord sera un échec jusqu'à ce qu'on rentre. Celui qui abandonnera nos droits sera attaqué et frappé. Pour les colons, aucun gouvernement n'osera non plus leur imposer un démantèlement. Nous commencerons à envisager des concessions avec les Palestiniens lorsque tout d'abord ils cesseront leur violence, leur attentat terroriste, leur cycle infernal de terreur. Le plan de Genève se veut pragmatique. Mais combien de temps faudra-t-il encore pour que chaque camp se rallie à des concessions mutuelles douloureuses? Venons-en à cette information qui nous est parvenue en début de journal. En Côte d'Ivoire, des militaires en armes s'expriment actuellement en direct à la télévision. Thierry Meunier, vous êtes sur place à Abidjan. Quel est le point de la situation? S'agit-il à votre avis d'un coup d'État? Écoutez Béatrice, effectivement il y a un petit quart d'heure, les émissions de la radio-télévision nationale ont été interrompues et un groupe de militaires a demandé la démission du chef d'état-major de l'armée ivoirienne ainsi que le départ des troupes françaises. Un petit peu plus tôt, ils y ont fait référence, des incidents dans la journée et puis la nuit dernière avaient opposé dans le centre du pays des éléments de l'armée ivoirienne et la force Licorne qui est la force française. Alors il est un petit peu trop tôt pour dire s'il s'agit d'un coup d'État, même si ça y ressemble. Ce que je peux vous dire ici, c'est que la population est à nouveau très inquiète et les Africains comme les Français, ils sont nombreux ici, à environ 13 000, se préparent à passer une nouvelle nuit blanche. Merci Éric Meunier de ces premières précisions. Demain, journée mondiale du sida, le virus continue son effroyable progression. Les chiffres sont là pour en témoigner. 5 millions de personnes ont été nouvellement contaminées en 2003. Quant aux nouveaux cas répertoriés du sida, l'Afrique compte près de 3,5 millions de personnes malades. L'Asie, plus d'1 million, 280 000 en Europe orientale, 40 000 en Europe occidentale. Arrêtons-nous sur la situation asiatique et en particulier celle du Cambodge. Dans la seule capitale, Phnom Penh, 40 000 personnes sont infectées. Le Cambodge est le pays d'Asie qui compte le plus fort taux de développement de la maladie. C'est aussi l'un des pays les plus pauvres au monde. Reportage Philippe Rochaud. 200 000 de ces Cambodgiens sont infectés par le virus du sida. Le Cambodge reste le pays d'Asie où le taux d'infection est le plus fort. Notamment dans ce bidonville au sud de Phnom Penh. La population vit du recyclage des déchets, mais se trouve aussi frappée de plein fouet par les conséquences de la prostitution.
Régis coordonne l'action de Médecins du Monde au Cambodge et pour lui, l'important est de traiter les victimes avant qu'elles ne soient touchées par les maladies opportunistes comme la tuberculose chez cet homme. On va le ramener à l'hôpital et puis on va voir un petit peu ce qui se passe parce que là il a un traitement qui n'est pas mauvais d'ailleurs et qui n'est pas suffisant apparemment, donc on va faire des explorations. 30 000 malades comme lui au Cambodge ont atteint le stade sida. À l'hôpital Calmette de Phnom Penh, Médecins du Monde dispose de 55 lits pour eux, mais les capacités d'accueil au Cambodge sont très insuffisantes. La transmission hétérosexuelle est la raison principale du développement du sida, qui frappe ici 2 fois plus d'hommes que de femmes. Mais les malades attendent trop longtemps pour venir à l'hôpital. La plupart des cas, ce sont des patients qui arrivent très tard, qui ont été vraiment pendant longtemps, qui se sont un peu cachés à cause de leurs symptômes et de leur symptomatologie. Ils arrivent par les urgences pour être hospitalisés puisqu'ils n'ont pas d'autre recours. Résultat, il faut d'abord soigner ces gens pour des maladies comme la méningite ou la tuberculose, ce qui retarde le traitement à ces antirétroviraux qui prolongent la vie. 170 personnes reçoivent pourtant déjà cette trithérapie, distribuée gratuitement, mais qui pose un problème de continuité. La prise en charge financière des patients atteints du sida reste le plus gros problème au Cambodge. Mais la prévention a fait des progrès. Grâce à ces spots télévisés, l'usage du préservatif se généralise et le taux de développement de la maladie a diminué. À Montpellier ce week-end se tenaient les premiers entretiens internationaux sur l'adoption, un colloque qui réunit familles, associations et chercheurs. Et pour la première fois, la parole est donnée à ceux qui ont trouvé en France leur famille d'adoption. Ces enfants, aujourd'hui devenus adultes, témoignent. Hélène Vergne, Françoise Massou. De lui, à son arrivée en France, ils ont tout conservé, notamment ses photos. Damien, 3 ans, sur les bancs de l'orphelinat en Corée. 27 ans plus tard, c'est à son tour de présenter à ses parents adoptifs les clichés de cette mère biologique longtemps crue disparue. Tous les enfants adoptés s'accrochent à ça, à retrouver leur famille, à essayer de retrouver les traces de leur passé. Et ce qu'il y a, c'est que quand ça arrive, on a affaire à une personne, moi en plus à 3 ans et demi. Enfin, j'ai passé 27 ans en France, 3 ans et demi en Corée. Je rencontre une personne qui est complètement inconnue pour moi. Donc il y a de l'émotion, mais en même temps, on a affaire à une personne... c'est ambigu comme sentiment. De cette rencontre, forcément douloureuse, Damien ne dira rien de plus. Il sait simplement qu'il a beaucoup de chance d'avoir retrouvé cette mère naturelle. Seule une minorité d'enfants adoptés y parvient. Son désir, repartir au plus vite à la rencontre de cette nouvelle famille et d'un peuple devenu le sien. J'ai une culture française, mais sans me l'enseigner. À la base, j'ai une culture coréenne. Enfin, ça, je l'ai découvert pendant le voyage. Donc, en fait, j'ai plutôt découvert une partie de moi qui sommeillait, que je ne pouvais pas exprimer en France. Un voyage bouleversant, y compris pour les parents adoptifs de Damien. Nous, on est très très heureux qu'il y ait eu cette rencontre, que ça se soit bien passé. Quand il a pris l'avion, moi, c'était pas le coup de le voir partir. C'était surtout qu'il ne revienne pas avec une déception. De ce séjour en Corée, Damien est revenu apaisé, riche d'une autre culture, non plus tourné vers son passé, mais cette fois vers l'avenir. Une toute autre histoire, celle-ci se déroule en Belgique avec la sortie attendue du 5e tome en français des aventures du petit sorcier Harry Potter recueilli par sa tante. C'était normalement mardi à minuit que la version traduite pour les pays francophones devait être à disposition dans les librairies. Or, imaginez-vous qu'à Liège, le 5e tome d'Harry Potter a été vendu par erreur de façon anticipée. Un sérieux coup de canif dans le marketing. Paul de Genève. C'est le dernier tour de magie d'Harry Potter. Ce matin, le tome 5 des aventures de l'apprenti sorcier a fait son apparition à Liège, en Belgique. La version française ne devait sortir que mercredi prochain. Des dizaines de jeunes lecteurs se sont alors immédiatement transformés en privilégiés, jaloux de leurs secrets. On ne peut pas aller dire aux autres, vu que les autres ne veulent pas qu'on entende savoir ce qui se passe, on ne peut pas leur partager ce qu'on sait déjà, quoi. Auteur de ce scoop, ce journaliste belge. Voilà donc dans cet autre supermarché, le 5e volume d'Harry Potter en français est en vente libre. Et il a de quoi être fier car il a déjoué le plan publicitaire le plus élaboré de l'histoire de l'édition. Juin dernier, la version anglaise est en vente depuis quelques minutes. C'est l'hystérie. Tout repose sur l'impatience et le secret savamment entretenu. Les Belges ont donc reçu l'ordre de remiser leurs exemplaires pour encore 3 jours. Tout sorcier qu'il soit, Harry Potter a quand même besoin du marketing.
Football, le tirage au sort de l'Euro 2004 a eu lieu aujourd'hui à Lisbonne. On notera l'opposition Espagne-Portugal dans le groupe A. Plus de facilité pour l'Italie dans le groupe C. En revanche, le groupe D sera le plus disputé entre l'Allemagne, les Tchèques et le Pays-Bas. Quant à la France, le tirage au sort semble lui être favorable. Elle rencontrera notamment l'Angleterre le 13 juin prochain. Florent Gautreau, André Germain. C'est le trophée qui fait rêver. Les Français tenants du titre l'ont apporté au Portugal pour le tirage au sort et il a plutôt porté bonheur à Jacques Santini. Les Bleus ont évité l'Italie et les Pays-Bas. Ils rencontreront la Suisse, la Croatie et l'Angleterre. Un choc franco-anglais qui fait rire les anciens et motive déjà les Bleus d'Arsenal. C'est une équipe qui est largement à notre portée, même si on sait que sur un match de foot tout peut arriver. Mais bon, je pense que jouer contre des copains, gagner, revenir au club, ça sera quelque chose de très bien pour nous. L'Angleterre, c'est d'abord une star, David Beckham, qui essaie tant bien que mal de garnir les filets adverses en même temps que son compte en banque. C'est aussi une équipe revancharde qui n'a plus gagné de grands trophées depuis la Coupe du Monde 66. C'est surtout un style de jeu que connaissent bien les Français. Ils sont une cinquantaine à fouler tous les week-ends les vertes pelouses de Sa Majesté. Un beau match en perspective. Dans le plus grand stade du Portugal, 65 000 places. On a intérêt à être prêt parce que je pense que ça va être vraiment difficile. La Croatie, voilà un adversaire qui ne va pas laisser Thuram de marbre. 2 fois buteur, il avait envoyé la France en finale du mondial. Et les Croates réussissent plutôt bien aux Français. 3 matchs, 3 victoires, c'est le bilan des Bleus depuis 5 ans. Enfin, il faudra se méfier des petits Suisses en dessert, même s'ils ont été battus par la France au mois d'août et même si leur discours à l'égard des Français prend des accents plutôt sympathiques. C'est mon favori pour l'Euro et ça le restera même s'ils sont dans notre groupe. Et encore une fois, pour nous, c'est une très grande fierté d'aller se frotter à ce style d'équipe-là. C'est maintenant à Santini et à ses joueurs d'écrire la suite de l'histoire avec le secret espoir de revenir à Lisbonne le 4 juillet prochain pour la finale de l'Euro 2004. Dans moins d'une demi-heure à Marseille commencera le match sous haute sécurité. L'OM reçoit le PSG, 800 policiers autour du stade Vélodrome. Les supporters parisiens sont arrivés encadrés par les forces de l'ordre. Quelques-uns ont réussi à faire diversion. Pour l'instant, pas d'incident à signaler. L'OM-PSG, l'histoire d'une rivalité entre frères ennemis, mais aussi une affiche qui marche auprès des supporters des deux camps. Manuel Tissier, Nadine Picard. Pour Bernard Tapie, la grande époque des OM-PSG, c'est du passé. Son terrain, c'est désormais le cinéma. Mais des duels qui sentent la poudre, l'ancien président marseillais en a vécu beaucoup. Acteur principal de cette rivalité unique dans le football français, Tapie joue aujourd'hui des rôles de policier. L'antagonisme entre les deux clubs, il dit n'avoir rien fait pour l'entretenir, bien au contraire. Les dirigeants du PSG qui se sont succédés étaient probablement ceux avec lesquels j'avais le plus d'affinité. Denisot était vraiment un copain, Brochant c'est un ami, donc cette rivalité qui était décrite comme le fait de deux clubs qui s'affrontaient était complètement artificielle. Mais depuis plus de 10 ans, PSG-OM ce n'est pas vraiment le rendez-vous des amis. À Paris ou à Marseille, la pelouse ressemble à un champ de bataille. Des matchs fermés, où les incidents prennent souvent le pas sur le jeu. Chaque année, des milliers de policiers sont mobilisés pour contenir la haine des supporters des deux camps et éviter qu'elle ne tourne au drame. Pourtant, la rivalité est récente. 2 journalistes, l'un parisien, l'autre marseillais, écornent la légende de l'affrontement ancestral entre Paris l'arrogante et Marseille la rebelle. À l'origine, disent-ils, il y a une volonté commune, des intérêts convergents. C'est tout à fait une rivalité marketing et plusieurs personnes nous l'ont dit, comme par exemple Alain Kézac, dirigeant historique du Paris Saint-Germain, qui nous a dit la rivalité entre le PSG et l'OM, ce sont des gens intelligents qui se sont retrouvés pour faire une bonne affaire. Et l'affaire est excellente. L'affiche remplit les stades, le spectacle anime les tribunes et attire les sponsors. PSG et OM sont bien les meilleurs ennemis du football français. Cinéma avec une comédie romantique qui accumule toutes les recettes du succès, dit-on. Hugh Grant qui joue un Premier ministre célibataire et amoureux avec le scénario signé par Richard Curtis qui avait déjà écrit 4 mariages à un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill. Reportage Marie-Jo Jouan, Nathalie Gallet. Universel, l'amour est partout, joyeux, désespéré, éternel, décliné ici par la fine fleur des acteurs britanniques. Pour les allergiques à la guimauve, aucune niaiserie dans cet inventaire romantique. En revanche, une débauche d'humour, anglais bien sûr. David, monsieur le ministre, merde, comment j'ai pu dire ça? Tel ce Premier ministre au charme gaffeur, amoureux de son assistante. Oh, monsieur, toutes mes excuses. C'est pas grave, voyons. Vous auriez dit putain, là nous aurions été dans la merde.
Une histoire d'amitié, de complicité. Depuis 4 mariages et un enterrement qui a lancé sa carrière, Hugh Grant attendait de Richard Curtis un autre rôle que celui de l'éternel prince charmant. On ne m'avait encore jamais vraiment donné un rôle aussi sérieux, empreint de dignité, de gravité. Même pour moi, ça a été un vrai défi. Mais j'ai adoré ça. Mais vous jouez toujours un séducteur. Bon, je ne vais pas vous contredire. C'est toujours un peu dans le même registre, mais avec de nouvelles facettes. La facette d'un Premier ministre dont on ne sait si Tony Blair apprécierait la décontraction. C'est Margot Fontaine, la célèbre danseuse. La façon dont il bouge, c'est une nouvelle définition de la grâce. Faut-il culbuter ici pour une tasse de thé? Et si l'amour frappe le Premier ministre, il brise le cœur de sa sœur, celui d'un écrivain. Le tout exacerbé par l'approche de Noël. Allons-nous gaver d'amour jusqu'en crever? Oui. Noël, c'est le moment où les gens disent qu'ils s'aiment, mais c'est également une période où si vous êtes seul ou triste, vous souffrez le plus. Je pense que pour un film qui traite de l'amour, c'était le moment idéal. Richard Curtis a tout compris, de quoi faucher le cœur, aérer l'esprit ou renouer avec de l'excellent cinéma britannique. Tu avais ce genre de problème, toi? Oui, bien sûr, petite friponne. Charles Aznavour nous revient avec un nouvel album. C'est toujours un événement. 100 millions de disques vendus dans le monde, des centaines de chansons. Et voici avant son prochain spectacle au Palais des Congrès au printemps pour ses 80 ans. 12 titres, la plupart signés Aznavour, paroles et musique. Olivier Lenza. Je serai pas trop mal logé, que j'aille au ciel ou en enfer. Je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des deux côtés. Charles Aznavour en studio à Paris, en toute sérénité. Je ne fais jamais de vocalise, je vérifie si ma voix va. Mais vous voyez, je suis arrivé ce matin pour travailler, j'ai pas fait rien de tout ça. Il faut dire que le monsieur n'a plus à faire ses preuves, il a déjà écrit plus de 700 chansons. Un nouvel album, à la baguette, aux manettes, Yvan Cassard, qui a collaboré entre autres avec Johnny Hallyday, Claude Nougaro. Aller visiter Cuba, aller faire du swing, aller faire du jazz manouche, aller sur l'orchestre, de la musique de filles. En fait, coller finalement au texte parce que c'est sa priorité des priorités. Et du coup, les univers musicaux doivent être très variés et correspondent vraiment au film de la chanson. Je suis pas très inquiet. Alors vous me voyez inquiet, moi? Ben non, jamais. C'est ça qui est bon. Allez, on est parti! On est parti, alors on y va? Il chante Lisbonne, évoque la liberté de la presse, les journalistes emprisonnés, torturés. Malade et décharné, je suis un mort vivant. Parce que j'accusais et qu'au sang de ma plume, la liberté coulait, défendait des droits. Pour m'empêcher d'écrire, on a lu sur l'enclume et me briser le corps. Charles et sa fille Katia, un désir assouvi, le plaisir d'enregistrer un duo. Le 22 mai, le chanteur fêtera sur scène ses 80 ans. Comme le dit Charles Aznavour, dans ce métier on ne fait jamais ses adieux, on danse le tango. Charles Aznavour, bonsoir. Toutes vos chansons vous racontent un peu, parfois même beaucoup. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ce duo avec votre fille? C'est mon impresario et ma fille qui m'ont cassé les pieds. Ça suffit? Pendant longtemps en plus. Non, ça suffisait pas, c'est pas fait du jour au lendemain. Je me sentais pas fait pour écrire ce genre de chansons. C'est pas tout à fait mon style, ça le devient après bien sûr. Mais au départ, les duos entre le père et la fille, c'est pas tellement mon truc. Moi, c'est le duo entre un homme et une femme. C'est aussi un voyage là, séparé par l'expérience, séparé par le temps. C'est assez beau. D'ailleurs, c'est le titre de votre album. Bah, enfin, je suis heureux de l'avoir fait. Je trouve qu'elle a une jolie voix. Et que finalement, elle m'a donné aucun problème. Et le vieux, elle avait tout appris, tout était en place. Et ça faisait professionnel. Et quand ça fait professionnel, ça fait ma joie. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous êtes devenu nostalgique? Non, je suis pas un nostalgique. J'ai de la mémoire, c'est tout. Mais vous savez, la nostalgie, c'est bien gentil, mais ça pèse lourd au bout d'un moment. On passe sa vie à avoir des moments nostalgiques. Non. Je suis un tendre.
mais je ne suis pas un nostalgique. Mais le passé, c'est une bonne source d'inspiration pour l'amoureux des mots que vous êtes. C'est un merveilleux réservoir pour les chansons, c'est vrai, le passé. Parce que écrire sur le futur, c'est plutôt difficile. On fait les films, mais on ne sait pas où on va. Et l'inspiration vous vient comment? Vous avez toujours ce goût, cette passion d'écrire, de progresser, de jouer avec le langage? L'inspiration, c'est la page blanche. On arrive devant la page blanche et on se dit, il faut absolument trouver quelque chose. Et j'écris tous les jours. Enfin, quand je ne travaille pas à faire autre chose, tous les jours j'écris, sans exception. Je jette énormément, bien sûr. Toujours avec beaucoup de sérénité, on a ce sentiment-là en tout cas. Oui, c'est celui que vous donnez? Ça, c'est l'âge qui vous l'a apporté? Non, j'ai toujours été un homme heureux. J'ai toujours été heureux, malgré les difficultés qu'on a eues dans la famille. On n'a pas connu la misère, on a connu la pauvreté. La pauvreté, c'est pas du tout la même chose. On était une famille unie, on s'aimait beaucoup. Alors, je voudrais qu'on revienne sur deux choses dans votre album. D'abord, il y a un titre que vous dédiez aux journalistes. Aux journalistes que vous payez. Il y a deux titres pour les journalistes. Oui. Ça, c'est la critique et l'autre, voilà, alors moi, je parle des journalistes qui payent le prix fort pour raconter, témoigner. C'est l'époque qui vous a inspiré ça? Vous savez que moi, je regarde énormément les nouvelles. J'en écoute aussi, beaucoup, et je lis énormément. Oui, c'est l'époque. Je me rends compte que de plus en plus, nous avons des journalistes de quelques pays que ce soit, qui sont emprisonnés, dont on a perdu la trace, dans des pays que ce soit très au sud, ou que ce soit du côté de l'Amérique du Sud. Et je trouve que c'est dommage qu'on ne s'en préoccupe pas plus. Et puis il y en a qui sont tués, on a vu cette chose en direct. Mais vous êtes un homme très impliqué dans l'époque, dans les événements. On sait que vous avez parfois vous-même été en première ligne sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Est-ce que vous pourriez simplement dire, j'ai une phrase que je trouve assez belle, vous avez écrit finalement, j'aime voyager, j'aime apprendre, j'aime toutes les religions, oui. J'ai appris à ne pas condamner. Et cette phrase, est-ce que vous pensez que la tolérance, c'est une vertu capitale, votre vertu peut-être La chose importante, c'est de respecter son prochain, respecter son voisin. Il a telle religion, on ne peut pas vivre avec une seule religion, il en faut plusieurs, ça mène bien les choses. Et on n'a pas la même manière de voir la politique. Bon, quand on a fini de voter, on redevient les amis, c'est tout. Alors, je voudrais simplement vous demander, vous allez là, sur toutes les affiches parisiennes, on voit Bon anniversaire Charles. Vous allez donc avoir vos 80 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? 80 de plus, si c'est possible. Et peut-être que 40 ou 50 aujourd'hui, c'est encore possible. Bon. Et entre-temps, le tournage du Père Goriot. Le Père Goriot, qu'est-ce qui vous a séduit, cet univers du 19e dans lequel vous allez vous replonger? Ben, vous voyez, je me laisse pousser les cheveux pour ne pas avoir à mettre de perruque parce que j'aimerais pas ça. Et puis, je me ferai pas maquiller pour avoir les rides voulues. Bon. Quand on est en haut de l'affiche depuis si longtemps, est-ce qu'on a encore envie de se mettre en danger? Est-ce qu'on s'amuse? On a que ça comme... Il y a que le risque, c'est notre dernière joie, c'est notre dernier plaisir. Sans risque, on finit par s'ennuyer. Et vous ne vous ennuyez jamais? Non, jamais. C'est vrai que je ne m'ennuie jamais. Merci Charles Aznavour d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci à vous de m'avoir reçu. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, à Météo Nathalie Rioué, 20h55, Harrison Flowers, Deli Chouraki avec Andy McDowell. 1h05, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Laurent Sicard recevra Jacques Barrault, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. 13h, le journal Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. En deuxième partie de soirée, mots croisés, Arlette Chabois aura pour invité Bernard Kouchner, Madeleine Albright, Édouard Balladur, avec pour thème le terrorisme et les attentats en Irak. Quant à moi, je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Que Dieu exauce mes prières en m'accueillant à ses côtés, ou bien que Dieu jette ma chair aux flammes pour l'éternité. Je n'ai pas de bile à me faire, je serai pas trop mal logé, que j'aille au ciel ou en enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des deux côtés.